T'as envie de partir en voyage seul, mais c'est effrayant. T'as des limites, des craintes, des inquiétudes. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Que tu sois un homme ou une femme, normalement, cette vidéo, elle devrait répondre à certaines de tes interrogations. Ici, je vais aborder plusieurs points. L'hébergement, le logement, la sécurité, l'organisation, les indispensables. Je vais essayer d'énumérer tous les points qui pourraient te servir. Avant, laisse-moi me présenter en moins de 2 minutes. Je m'appelle Constance et j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est Motodome. Je parle de moto et de voyage. Je suis pas la plus grande des voyageuses que les réseaux sociaux aient connues. Mais au fil de mes expériences, petit à petit, ça commence à faire un peu. Et j'ai la particularité d'aimer voyager seule. Particularité parce que tout le monde n'aime pas forcément, ou comme je te l'ai dit, ça peut être effrayant. En train, en avion, en moto, j'aime voyager seule. Mon dernier gros voyage, je me suis rendue au Vietnam en solo pendant 5 semaines. Il y a des vidéos sur mon compte si tu veux aller voir après. Par le passé, j'ai aussi eu l'occasion de me rendre seule aux États-Unis, en Albanie, en Tunisie, au Maroc, en Serbie. Abonne-toi ici sur YouTube pour plus de vidéos et également sur mon compte Instagram pour voir le quotidien des voyages. On est parti. Premier point, je vais te parler des indispensables. Parce que si tu pars seul, tu ne peux compter sur personne d'autre, en théorie. Il faut que tu aies tout dans ton sac à dos. Cadenas, si tu vas en auberge de jeunesse, ce sera très pratique. Un cadenas, ça prend pas beaucoup de place. Des fois, c'est un peu lourd, mais c'est quand même très pratique dans plein de situations. Chargeur, base du chargeur, chargeur externe, chargeur du chargeur externe, câble, ça pour moi, c'est les gros indispensables. Mon téléphone est hyper important quand je voyage seul pour pouvoir tenir au courant mes proches, me déplacer. On reviendra après sur les différentes applis que j'utilise. Mais tout ce qui est charge du téléphone, hyper important. Un stylo pour les passages aux frontières par exemple, ou à certains moments ça peut être important. Trousse à pharmacie, on y reviendra en détail quand on parlera de ta santé. Un double portefeuille. J'ai l'habitude de payer beaucoup avec mon téléphone et ma carte bleue quand je suis en France, mais il y a plein de pays dans lesquels ça fonctionne pas et tout fonctionne en cash. Et comme tu as une carte bleue française, si tu vas au Vietnam, tu vas tirer beaucoup de cash une journée pour ta semaine en entier par exemple. Mauvaise idée de mettre tout ce cash au même endroit. Surtout si tu sais que dans la journée, tu vas juste te faire un resto et payer un plat d'essence. Ça sert à rien que tu aies 500 € sur toi, ou en tout cas 500 € accessibles quand tu sors ta monnaie pour payer ton resto. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai toujours un double portefeuille dans lequel j'ai un petit peu d'argent pour ma journée dans le premier et le reste de mon argent dans le deuxième. Et pareil, je pars toujours avec 2 cartes de crédit, une dans chaque portefeuille. C'est aussi... Si j'en perds un, j'ai toujours un moyen de paiement dans l'autre, tu vois. Ton passeport et tous les papiers administratifs, toujours aussi des photocopies de mes pièces d'identité à différents endroits dans mes affaires. De cette façon-là, comme je peux être facilement tête en l'air, je pars avec des options de sauvetage si jamais je perds mes affaires. Oui, je voyage seul en étant tête en l'air. Ça vous prouve que c'est possible. Une carte eSIM ou SIM, peu importe. Mais une carte qui va te permettre d'avoir internet sur ton téléphone, peu importe où tu te trouves. Ça, c'est trop important pour moi. Quand je voyage à plusieurs avec des proches, c'est pas grave pour moi de pas avoir internet sur mon téléphone. Si on est à plusieurs, si on va juste à Marrakech par exemple et qu'on est 2-3, je m'en fiche d'avoir internet sur mon téléphone. Par contre, si je pars seule, c'est pour moi hyper important et on reviendra sur ce point quand je vous parlerai des différentes applis sur mon téléphone. Maintenant, je vais nuancer mes propos sur les indispensables. Ça dépend là où tu vas. Par exemple, ne te stresse pas à outrance si tu pars dans une capitale européenne. Tu y trouveras tout. Et encore plus si tu pars en Europe, tu trouveras tous tes repères que tu connais dans une grande ville française comme Lyon, Paris, Bordeaux. Par contre, si tu pars 6 mois en sac à dos en Amérique du Sud, prévois un peu plus. Soit dit en passant, le week-end dans une capitale européenne pour ton premier voyage en solo, c'est franchement une bonne option. C'est une bonne manière de se connaître. Tu changes pas la monnaie, ça reste en euros. Souvent, les gens vont parler anglais. C'est plutôt facile et c'est une bonne première approche du voyage en solo. Deuxième point, parlons des logements. Et là, ça va être un point qui est très lié à ton budget, finalement. Mais comme le transport, on en parlera juste après. Le logement, il y a plein d'options possibles. Tu peux faire du camping, camping sauvage. Tu peux aller en auberge de jeunesse. Tu peux aller en gîte. Tu peux aller en Airbnb. Tu peux aller en hôtel. Ça, c'est toi qui décides, ou ton budget qui décide pour toi. En voyageant en solo, moi, j'aime énormément les auberges de jeunesse. Déjà parce que je voyage toujours avec des petits budgets, donc ça me permet de payer moins cher qu'une chambre d'hôtel. Mais surtout parce qu'en auberge de jeunesse, tu vas croiser des gens comme toi. Quand tu es en auberge de jeunesse, tu te rends compte à quel point voyager en solo ou en sac à dos ou partir 6 mois, ça n'a rien d'exceptionnel dans ces lieux-là parce que c'est un peu une réunion de tous ceux qui font ça. Et en fait, ça va aussi te rassurer sur ce que tu fais. Si dans le cadre de tes amis, de ton travail, personne ne le fait, ça peut être effrayant. Quand tu te retrouves en auberge de jeunesse, tu discutes avec plein de gens. Tu rencontres des gens qui font ça depuis 30 ans. Tu rencontres des gens qui ne sont pas rentrés chez eux depuis 1 an et demi parce qu'ils sont en train de traverser le monde. Pour l'anecdote, en Macédoine du Nord, à Skopje, j'étais dans une auberge de jeunesse pendant 1 semaine et c'était incroyable. Parce que là-bas, j'y ai rencontré une personne de nationalité américaine qui était à la retraite de l'armée et qui du coup
été en Macédoine du Nord pour apprendre la langue. J'étais également avec un étudiant, lui de nationalité turque, qui était là pour ses études mais qui attendait son logement étudiant. Dans la même chambre, il y avait une personne de nationalité japonaise qui, elle, était en train de découvrir l'Europe. Et un soir, il y a une Française qui est passée, qui faisait Paris-Athènes à pied et qui était partie depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment des lieux... C'est mieux de parler anglais quand même, ça t'aidera un petit peu, même si tu as un anglais pété au sol. J'ai un anglais pété au sol, mais les auberges de jeunesse, tu vas rencontrer plein de gens. Tu vas te rassurer sur ce qui est possible. Et en plus, dans ces lieux-là, tu vas rencontrer des gens qui sont peut-être qui ont déjà passé la frontière du pays à côté, qui ont été faire les activités en ville, qui vont te faire des recommandations sur manger telle ou telle chose dans le pays. C'est vraiment des sources d'informations et de rencontres qui sont incroyables. Par contre, il faut accepter le fait que tu vis de façon collective. Tu partages les douches, tu partages ta chambre, tu vis en dortoir, donc celui qui ronfle, tu l'entends. Dans les indispensables, j'ai oublié de mettre les bouchons d'oreilles, n'oublie pas tes bouchons d'oreilles si tu pars en auberge de jeunesse. Donc pour moi, auberge de jeunesse niveau 1 si tu voyages en solo. Si t'es une femme et au niveau sécurité, c'est quelque chose qui t'inquiète de dormir avec des inconnus dans une même chambre, dans un dortoir, sache qu'il y a beaucoup d'auberges de jeunesse qui proposent des dortoirs exclusivement féminins. L'auberge est mixte, mais ta chambre à toi peut être exclusivement féminine, ce qui peut être rassurant si tu le souhaites. Le camping, j'ai moins tendance à le faire, je l'ai fait un petit peu en France, camping sauvage, je veux dire en bivouac. Je me sens pas hyper rassurée pour l'instant quand je le fais, mais c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment progresser parce que c'est quelque chose que je veux inclure davantage dans mes voyages à venir. Hôtel, Airbnb, tu connais, c'est plus cher, surtout quand t'es seul, parce que si tu partages une chambre d'hôtel à deux, c'est cool. Quand tu es seul, ça te coûte plus cher qu'un lit en dortoir. Par contre, des fois, pour faire une pause luxe, pour avoir ta propre douche propre, des serviettes de bain propres, grandes, tu vois, te retrouver un peu dans un cocon, une fois toutes les 2 semaines, je dirais, quand je suis en auberge de jeunesse, j'aime bien aller dans un bel hôtel ou un bel Airbnb, enfin, même pas un bel hôtel ou un bel Airbnb, juste un lieu normal. 3e point, les déplacements. Et là, tu as plein d'options possibles. Si on revient à une première étape en solo d'aller dans une capitale européenne, souvent tu vas le faire en avion. Tu vas prendre l'avion en aller-retour, et déjà prendre l'avion en solo, pour la première fois de ta vie, il y a une excitation. Je t'assure que être à l'aéroport en solo avec ton ticket d'embarquement, ton passeport et le fait que tu partes seul en week-end, c'est aussi effrayant qu'excitant et tu vas adorer. Maintenant, il y a plein d'autres options possibles. Le train, par exemple, c'est une super option pour découvrir l'Europe en prenant son temps. J'ai fait le programme Interrail il y a de ça 2 ou 3 ans, ce qui m'a permis de découvrir toute une partie de l'Europe. Interrail, en gros, c'est un billet de train qui te permet de prendre le train en illimité en Europe pendant une période donnée. Je grossis le trait, mais en gros c'est ça. Et le train c'est trop cool parce qu'en plus tu vas pouvoir prendre le train de nuit, donc passer d'un pays à l'autre en une seule nuit sans avoir à prendre une nuit en hôtel ou en auberge. Tu restes dans le train et au petit matin tu te réveilles, t'es en Serbie et franchement ça c'est trop cool. Le covoiturage, en Europe, Blablacar ça fonctionne partout et franchement c'est hyper pratique. Les bus, Flixbus fonctionne partout en Europe aussi et c'est un très bon moyen de voyager. Mais ces 3 points là, quand tu ajoutes l'avion, ça a la limite que tu ne vas que de grande ville en grande ville. Alors que si tu pars en moto ou en voiture, tu as l'avantage de pouvoir t'arrêter où tu veux. Et ça, c'est encore une autre expérience. Il y a encore une autre option quand tu voyages, c'est de faire de l'autostop. Faire de l'autostop à solo, ça m'est déjà arrivé. J'en ai fait un petit peu entre le Kosovo, la Serbie et la Croatie. Très peu, mais ça m'est arrivé, j'ai tenté l'expérience, c'était chouette, j'ai fait des bonnes rencontres, mais un peu comme le camping, c'est quelque chose sur lequel je me sens pas encore super à l'aise de le faire en solo. Je me sens beaucoup plus rassurée dans les lieux où il y a du monde, les bus, les trains. Je suis pas encore hyper à l'aise, je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui le font et ça se passe hyper bien et j'aimerais passer cette peur, mais ça viendra avec l'expérience, je pense. Parler de peur me permet de rebondir sur le point suivant, la sécurité. Sur ce point-là, je pourrais évoquer le fait d'être une femme et en faire la priorité de mon discours, mais c'est pas ce que je souhaite faire. Parce que, pour avoir discuté avec plein de gens via mon contenu sur les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas que les femmes qui ont peur de voyager déjà, ça peut aussi effrayer les hommes. Être une femme ne t'empêche pas de voyager. Par contre, effectivement, il faut faire attention parce qu'il faut être consciente qu'être une femme peut attirer plus facilement les déconvenus. C'est bien dit? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, il y a des peurs à voyager seule. Oui, il y a une prise de risque. À toi de prioriser tes envies et tes peurs d'une certaine façon. Je crois pas que tes peurs doivent prendre le dessus sur ton envie de voyager et de découvrir le monde en solo. Et tu as raison d'avoir peur, d'une certaine façon, parce qu'y aller la fleur au fusil dans tous les pays du monde en croyant que tout va bien se passer et que tout le monde est beau et gentil, c'est une mauvaise approche. Vraiment. Et que ce soit à l'étranger ou en France. Et ce serait malveillant de ma part, voire dangereux, de te dire le contraire. Maintenant, ne pas voyager parce que tu as peur pour ta sécurité, ce serait comme ne pas faire de moto parce que tu as peur de tomber. Oui, c'est un risque qui existe. Oui,
Tu peux tomber, que ce soit de ta faute ou non, parce que des accidents, ça arrive. Maintenant, est-ce que tu dois t'empêcher de faire de la moto pour ça? Je crois pas. Tu peux mesurer les risques que tu prends. D'abord, avant d'aller dans un pays, check le site France Diplomatie pour voir ce qu'on te dit au niveau diplomatique sur le pays en question. Le site va même te mettre en couleur les zones du pays qui peuvent être problématiques ou non. J'ai pas envie de te cacher le négatif pour te faire une vidéo 100% positive pour que tu partes 100% sûr de toi. Le fait d'être seul, c'est parfois épuisant parce que tu n'as personne sur qui compter. Le fait de voyager à deux, en couple, avec des potes, etc., tu peux te reposer sur les autres le jour où tu es un peu fatigué. Si tu es en train de bouger tous les jours, etc., comme je peux le faire à moto, c'est vite épuisant d'être seul parce que tu ne comptes que sur toi-même. Pour trouver le logement, pour faire le plein, pour faire le chemin, le trajet. Tout ça, ça peut vite devenir épuisant. Et ça, prends-le en compte quand tu prépares ton roadbook. Tu vas être seul et il y a des moments où tu vas être fatigué parce que tu peux compter que sur toi-même. Et ça vaut aussi sur ta sécurité. Ne te mets pas dans des situations complexes, tu es seul. Et t'es pas plus fort que les autres. Pour autant, parce que je veux quand même faire une vidéo qui te donne envie d'aller voyager seul, ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer. Les risques qui existent à l'étranger existent aussi dans ton quotidien. Te balader seul dans certains centres-villes la nuit où c'est mal éclairé, c'est pas une très bonne idée, que tu sois en France ou à l'étranger. Le monde de la nuit, de la fête, l'alcool, les drogues, si t'es seul, c'est vraiment pas une bonne idée, que tu sois en France ou à l'étranger. Pour moi, il y a aussi des consignes très basiques à respecter pour ne pas te mettre en insécurité. Vis-à-vis des réseaux sociaux notamment, ne partage rien en direct en story. Partage-le en décalé de 24 heures, ça ne changera rien à la beauté de ta story, mais pour ta sécurité à toi, c'est quand même mieux de pas dire en direct où tu te trouves, surtout si tu as communiqué le fait que tu étais en solo. Partage ta position à tes proches. Sur WhatsApp, tu peux le faire hyper facilement via Google, etc. Ça ne leur permettra pas d'intervenir en vitesse si jamais tu as une galère. Mais si jamais tu as une galère et que le pire se produit, ça leur permettra de donner des éléments aux autorités pour t'aider plus rapidement. Et même s'ils ne peuvent pas intervenir rapidement, souvent, ça rassure tes proches quand même de savoir où tu te trouves sur le globe. Dans le même esprit, n'hésite pas à partager à une personne de confiance ton plan. Même si tu sais que tu ne vas pas le respecter à la lettre, tu sais que tu vas sûrement passer dans cette capitale-là dans 2 jours et par la suite, tu aimerais te diriger vers l'Est, mais sans trop savoir, même si tu n'es pas sûr, partage ton plan. Ça te coûte pas grand-chose, ça te prend pas beaucoup de temps et c'est bien de le faire. D'après moi, tous ces conseils s'appliquent de la même façon que tu sois un homme ou une femme. Fais attention à toi, ne fais pas confiance trop facilement, ne sois pas naïf, ne te mets pas dans des situations d'insécurité. Préviens tes proches, mais n'oublie pas pour autant de profiter. Ça va bien se passer. Il y a des risques qui existent à la maison comme à l'étranger. Ne laisse pas tes peurs prendre le dessus juste parce que tu es à l'étranger. Il y a des choses qui se passent à la maison et à l'étranger encore une fois. Le point suivant, il va être rapide, mais il fait un petit peu écho avec ça et avec la différence homme-femme qui pourrait y avoir dans les conseils que je suis en train de vous donner. Les habits, les coutumes du pays. Pour moi, à partir du moment où tu voyages dans un pays, tu y vas en connaissance de cause et en partant du principe que tu vas respecter ces coutumes-là. Si tu n'es pas en accord avec les coutumes de ce pays, tu n'y vas pas. Si tu y vas, tu les respectes. Il y a des pays dans lesquels tu peux te déplacer en bikini sans difficulté et ça, pas de problème. Il y a d'autres pays où il est bon de couvrir ses épaules et de ne pas avoir de jupe courte. Ces consignes-là s'appliquent grandement aux femmes, mais également aux hommes. Par exemple, les temples au Vietnam, tu peux évidemment pas rentrer torse nu. Il faut que tu portes un t-shirt à manches. Voilà, point rapide sur les coutumes, renseignez-vous avant, respectez-vous les uns les autres, aimez-vous surtout. Les applis sur le téléphone. Ça, un point qui peut te rassurer, enfin, en tout cas moi qui a tendance à me rassurer, voyager aujourd'hui, c'est tellement facile si on le compare à il y a 20 ans. Tu te souviens, l'utilisation des cartes quand on partait en vacances avec nos parents, la complexité que c'était pour juste descendre à Antibes quand tu venais de la Meuse. C'était pas si simple, hein. Les cartes, elles étaient... Aujourd'hui, pour moi, c'est tellement facile de voyager à travers le monde en comparaison. Première appli que j'utilise tout le temps, Google Maps. Pour me repérer, Google Maps, c'est trop important. Google Traduction également. C'est incroyable, Google Traduction. C'est pas juste ce qu'on utilisait pour les cours d'anglais quand on était en 5e. Aujourd'hui, avec Google Traduction, avec ton téléphone, tu passes sur une image qui est écrite en chinois et tu as la traduction en direct. Alors, c'est pas toujours parfait, notamment au Vietnam sur les repas, c'était pas nickel, mais tu captes plusieurs mots. Ça t'aide énormément. Et en plus, Google Traduction, ça te fait aussi la prononciation. Si tu es en train de parler avec quelqu'un, tu écris et bam, tu lui fais entendre. C'est incroyable. Non, moi, Google Traduction, c'est trop important. Et ça t'aide énormément dans les échanges avec les gens qui ne parleraient pas français ou anglais, par exemple. Ne pas parler la langue du pays et être seul, ça peut être un point qui t'effraie beaucoup.
Le fait de ne pas communiquer si tu as une galère, le fait de ne pas pouvoir échanger avec quelqu'un pour juste faire connaissance ou commander un café, ça peut être hyper effrayant. Ça va aller. Je sais que c'est pas le meilleur conseil, mais je te dirais que ça va aller. J'ai fait anglais à l'école et espagnol. Espagnol, je n'en ai aucun souvenir. J'ai repris quelques bases quand je suis partie au Mexique il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Là, j'ai retravaillé mon espagnol et c'est revenu un peu. Mais aujourd'hui, si je suis pas dans un pays qui parle espagnol, mon niveau est de 0. Et mon anglais, j'ai toujours triché en anglais à l'école. C'est une très mauvaise idée. J'aurais adoré avoir un anglais fluide, un bon accent, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré tout, au fil des voyages, cet anglais d'un niveau très médiocre, avec un accent tout autant médiocre, c'est embêtant, mais ça m'a jamais empêché de discuter avec quelqu'un. Je fais des fautes de conjugaison, je ne trouve pas mes mots. Quand je n'arrive pas à me faire comprendre, j'utilise d'autres mots. Mon anglais est très aléatoire. Et à la fois, quand je te parlais des auberges de jeunesse tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont un anglais très aléatoire dans ce genre de lieu. Tu croises parfois des Français aussi qui vont t'aider à faire la traduction quand tu parles avec quelqu'un qui vient de Slovaquie, par exemple. Tu réussis à faire une tambouille qui fait qu'on va te comprendre. Ça, je te parle pour les pays d'Europe, notamment. Où franchement, même avec un niveau d'anglais éclaté, je m'en suis toujours sortie. Et parce qu'en plus, tu croises très facilement des Français. Au Vietnam, ça a été limitant pour moi dans mes rencontres avec les gens. Alors, en auberge de jeunesse, à nouveau, c'est un contexte particulier. Mais pour commander un café, etc., le fait que les gens parlent peu ou pas français ou anglais et que moi, je ne parle pas vietnamien, ça a été frustrant pour moi de ne pas réussir à discuter avec les gens. Ça m'a pas mis dans des situations compliquées parce que malgré tout, le fait de parler avec les mains, même si tu comprends pas la personne, que tu es dans une situation de galère, genre quand je suis tombée en panne d'essence à un moment au milieu de la campagne vietnamienne, je montre le réservoir, je montre que ma moto ne marche pas en utilisant mes mains, comme je suis en train de le faire là, parce que déjà je parle beaucoup avec les mains, mais encore plus quand on ne comprend pas, t'y arriveras. En situation d'urgence, t'y arriveras. Ce qui est plus frustrant, c'est de ne pas réussir à discuter avec les gens dans un pays où tu as envie d'y aller seul aussi pour rencontrer des gens. Ça, c'est frustrant, mais pas impossible, et Google Traduction t'aidera beaucoup pour l'utilitaire, pour commander un café, pour connaître ton arrêt de bus, etc. Ça, Google Traduction, il le fera très bien. Et je reviens rapidement sur Maps.me. En fait, c'est hyper utile pour télécharger la Maps d'un pays quand tu es hors connexion. Si tu n'as pas de réseau, etc., tu peux avoir ton GPS qui fonctionne. Donc ça, extrêmement pratique. Malgré tout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des indispensables. Pour moi, une carte SIM, eSIM, une connexion Internet dans mon téléphone quand je suis seule, c'est vraiment un indispensable. Oui, il y a des endroits où tu n'as pas de réseau, mais majoritairement, si tu as une carte SIM, tu auras du réseau à plein d'endroits. Et pour moi, c'est hyper important pour trouver mes mots, pour plein de choses, pour commander au resto, pour savoir, pour rechercher un plat, ce que c'est en détail, pour aller dans Google et tout ça. Pour moi, c'est hyper important d'avoir accès à l'Internet quand je voyage en solo. Avant-dernier point, 7e point, la santé. Et ça revient un peu aux indispensables de tout à l'heure et au fait de, si t'es seul, tu te débrouilles seul. Si t'as un souci de santé, là aussi, tu peux pas te reposer sur quelqu'un. Et ça peut être compliqué, ou en tout cas angoissant, fatigant. Donc le mieux, c'est quand même d'essayer d'anticiper le mieux possible pour ne pas avoir de soucis de santé. Déjà, essayer d'être en bonne forme toute l'année, faire une activité physique, etc. T'as compris le message. Ensuite, un classique, méfie-toi de l'eau. L'eau, même si elle est potable dans d'autres pays, n'a pas forcément la même eau que celle que tu as l'habitude de consommer là où tu habites, donc ça peut te créer des soucis. L'eau en bouteille, c'est le meilleur plan quand tu es à l'étranger. Ne prends pas de risques par rapport à ça. Vraiment, l'eau, c'est trop important pour que tu ailles bien, hydrate-toi bien et prends de l'eau en bouteille. Même point pour la nourriture. Vas-y tranquille au départ, surtout si tu sais que tu es sensible. Perso, je trouve que jusqu'ici, ça va. Je m'en sors bien malgré tous les endroits où j'ai pu manger, notamment au Vietnam où il n'y a pas toujours des frigos, etc. Je m'en sors bien, mais aux nourritures, fais attention. Et enfin, hyper important, ta trousse de secours. Enfin, ta trousse de médicaments surtout. Adapte-la à tes besoins à toi. Par exemple, je sais que si je fatigue et que je m'hydrate mal, je vais avoir tendance à faire des grosses migraines. J'ai toujours mes médicaments à migraine avec moi. Parce que quand la migraine, elle arrive, que je suis en solo en train de voyager à moto, c'est chiant et idéalement, il faut que ça se soigne vite. Donc j'ai mes médicaments avec moi pour ça. Pareil, si t'es une fille et que tu pars plusieurs semaines, il y a de grandes chances pour que tu aies tes règles pendant ton voyage. Donc si tu as des douleurs particulières au premier ou au deuxième jour, pense à prendre tes médicaments, pense à prendre les protections hygiéniques qui te conviennent toi. Peut-être que tu ne trouveras pas exactement les mêmes protections qui te conviennent dans le pays où tu te rends. Donc pense à anticiper et à partir avec ce qui te convient toi. La santé, c'est hyper important, que tu sois à la maison, en voyage, en solo ou pas. Mais quand tu es en solo, ça l'est d'autant plus parce qu'il faut que tu t'auto-soignes toi-même.
Donc, fais très attention à ça. Et enfin, le dernier point qui, moi, me paraît le plus important, profite. Une fois que tu vas passer la peur, le premier pas là, les premiers jours dans un pays en solo qui parfois sont un peu durs, je comprends tout à fait, mais je t'assure qu'une fois que tu as passé ça, par la suite, ça a été un de mes plus beaux voyages et dans mes plus belles rencontres. Je te parlais tout à l'heure de cette auberge en Macédoine du Nord. Je m'y suis fait vraiment des potes avec des discussions toute la nuit sur 1 milliard de sujets qui étaient tellement intéressantes. Franchement, ça va être trop cool. Ça va vraiment être trop chouette. Et il y a aussi un truc dans le voyage en solo. Quand tu reviens, t'es fier de toi. T'es fier de toi à la hauteur à laquelle t'as eu peur avant de partir. Donc si t'as très peur, tu seras très fier de toi d'être passé par là. Et en fait, le problème, finalement, c'est que ça t'ouvre après le champ des possibles. C'est énorme. Je veux dire, il y a quelques années, partir seulement en Europe, ça me paraissait complètement dingue. Maintenant, ça me paraît facile d'une certaine façon. Et j'ai envie de m'attaquer à d'autres continents en solo, de partir plus longtemps. Ça a été pareil avec mon premier grand road trip à moto, quand je suis partie autour de la Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie, et que je suis remontée par l'Italie. Ça me paraissait dingue avant de partir. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, ça va. Si je partais 2 fois plus longtemps et 2 fois plus loin, ça ira aussi. Ça va vraiment débloquer tout ça et du coup, je me dois de te le rappeler. Tu vas avoir peur, mais après, tu auras beaucoup moins peur et beaucoup plus envie de voyager encore. C'est un peu le problème du virus, du voyage en solo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a rassuré, j'espère qu'elle t'a éclairé sur différents points. Si jamais c'est pas le cas, je te laisse me dire en commentaire si tu as encore des questions et je vais essayer de tout lire et répondre à tout. Si c'est très clair pour toi et que tu as envie de voyager, je te laisse aussi mettre un commentaire parce que c'est hyper important pour l'algorithme et la diffusion de mon travail et de mes vidéos. Pense à t'abonner, à liker cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!